Alors précisément, on va prolonger nos échanges en essayant d'examiner quelles sont les mesures aujourd'hui de ces impacts sur l'activité, sur l'emploi, sur les métiers, sur les compétences dans une branche, dans un secteur, comment on anticipe les mutations. Et on va voir ça avec deux interlocuteurs, Ludovic Bertrand du réseau des Cariforef et Guillaume Laurent d'Opco EP qui nous rejoignent. Bonjour à tous deux. Ludovic, peut-être quelques mots pour nous repréciser ce qu'est le réseau des Cariforef aujourd'hui, ce qu'il représente. Alors, le réseau des Cariforef, c'est un réseau de 22 structures, de la Polynésie jusqu'à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de structures territoriales qui œuvrent autour de la formation professionnelle et qui portent principalement trois missions. Une première qui est d'établir des catalogues d'offres de formation à destination des personnes sans emploi et de l'offre de formation en apprentissage. Une deuxième mission qui est celle de l'analyse du lien emploi-formation sur le territoire, et c'est sur ce point-là qu'on va pouvoir discuter avec Guillaume, notamment sur la complémentarité. Et puis une troisième mission qui est celle de l'outillage et de la professionnalisation des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Et avec un fonctionnement un peu particulier, puisque ce réseau des Cariforef est un réseau confédéral où chaque Cariforef reste autonome avec sa gouvernance propre, État, région et partenaires sociaux sur les territoires. Et nous, au niveau du réseau national, nous avons une mission d'outillage, d'accompagnement et de faire le lien avec les ministères qui pilotent ces actions. Et on détaillera quelques-uns de ces outils qui peuvent être utiles aussi pour compléter la vision des branches. Alors pour avoir une vision très globale des travaux paritaires qui sont menés sur la transition écologique et énergétique, tout secteur confondu, toutes branches confondues, on a interrogé il y a quelques jours Aline Valette-Wursten, qui est coordinatrice de l'animation des observatoires de branches à France Compétences. Alors, elle était en fait mobilisée aujourd'hui sur un autre événement, mais elle a pu effectuer une analyse dans la grande bibliothèque des travaux menés par les observatoires sur ces enjeux-là. Elle a pu en tirer quelques enseignements. Je vous propose de l'écouter en images. Aline Valette-Wursten, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous. Au sein de la grande bibliothèque qui recense les travaux des observatoires paritaires, observatoires de branches et d'OPCO, quelle est la place aujourd'hui des études liées à la transition écologique et quels types d'études sont menées ? Donc si on regarde la période 2021-2025, on a à peu près 70 études qui ont été identifiées autour de la transition écologique et qui concernent une centaine de branches. Donc on va retrouver à la fois des études classiques, je dirais, sur l'évolution des besoins en emploi et en compétences dans des secteurs clés de la transition écologique, que ce soit les filières du recyclage, des batteries électriques par exemple. Ensuite, on a des études sur les impacts de la transition écologique sur les emplois et les compétences dans des secteurs d'activité qui vont être concernés à une autre échelle, et c'est le cas notamment de la majorité des branches de l'OPCO EP. Et puis on a aussi, mais qui ne sont pas comptabilisées ici, je dirais le halo des études prospectives plus généralistes dans lesquelles la transition écologique va être une dimension parmi d'autres avec la transition numérique et les évolutions démographiques. Dans le cadre des EDEC qui portent beaucoup ces enjeux de transition écologique, les études transversales menées par les OPCO pour le compte de leurs différentes branches peuvent déboucher sur quoi ? Alors, on a souvent, lors de la première phase de l'EDEC, une étude transverse pour identifier les enjeux communs, puis la déclinaison d'une analyse plus fine pour chaque branche selon leur degré d'exposition. En fait, ça a souvent mené à la production d'outils mis à disposition des entreprises, que ce soit des diagnostics, la définition de plans d'action ou des programmes de formation. Si on prend le cas d'Uniformation, donc OPCO de la cohésion sociale, l'EDEC a appuyé le déploiement de la transition écologique en tant qu'un axe stratégique de l'OPCO, et ce à 3 niveaux, puisqu'on a eu le niveau des études avec un premier état des lieux, puis une analyse des compétences liées à la transition écologique pour une quinzaine de métiers cibles transverses aux branches de l'OPCO. Ensuite, en matière de formation, dès 2022, l'inscription de la transition écologique au second rang des priorités en matière de financement du PDC mutualisé. Et enfin, celui de l'offre de services, justement, avec la construction d'un outil de diagnostic pour les entreprises. Et c'est un petit peu le même cas avec l'OPCommerce, avec donc l'étude l'EDEC éco-prospective, qui avait toute sa partie étude, et la construction ensuite d'une offre EcoBox à destination des entreprises.
Et encore un autre cas dans le cadre d'un EDEC avec l'OPCO2I qui a publié en 2022 une étude large sur l'ensemble de ces branches et sur l'impact justement de la transition écologique sur les métiers et les compétences. Et là, on voit clairement qu'une majorité de branches subissent des impacts élevés des enjeux de transition écologique, mais dans des domaines qui ne sont pas en premier lieu ceux des compétences et de la formation. Et si les besoins de certains métiers sont renforcés dans certaines entreprises, ce ne sont pas concrètement des nouveaux métiers. Ils étaient déjà présents dans la branche, mais dans une moindre mesure. Et enfin, ce qui ressort aussi, c'est vu la complexité des enjeux, les entreprises en fait signalent de grandes difficultés à identifier les compétences et les formations pertinentes pour agir sur la transition écologique. C'était le cas de 7 entreprises sur 10 à l'époque qui n'avaient pas ou très peu identifié leurs besoins en formation associés à la transition écologique. Et cette difficulté à identifier justement les compétences et les formations nécessaires à la transition écologique, elle se retrouve d'ailleurs dans d'autres secteurs. Est-ce qu'il y a d'autres similitudes entre secteurs ? Alors, il y a un autre point également aussi qui est ressorti et qui était plutôt inattendu au démarrage, c'est que dans les secteurs qui ne sont pas clés au cœur de la transition écologique, je dirais, les actions à mener finalement impactaient au premier niveau plutôt les postes d'encadrement et d'organisation de l'activité. C'est un des résultats auxquels Uniformation a abouti, notamment dans le secteur de l'aide à domicile, mais c'est aussi des résultats qu'on retrouve par exemple dans le périmètre du bâtiment, où, pour le dire vite, le chef de chantier va dans un premier temps être plus impacté que le maçon. Oui, enfin, de nombreux travaux font ressortir finalement assez peu de nouveaux métiers liés directement à la transition écologique, mais des compétences à faire évoluer avec pour l'heure une évolution assez timide de l'offre de formation. Effectivement, et en fait, il y a plusieurs dimensions qui vont s'imbriquer pour expliquer une certaine inertie à ce niveau. C'est qu'à la fois, donc, les études montrent, comme on l'a vu, une réelle difficulté pour les entreprises à identifier les besoins en compétences, parce que ça interroge leur façon de produire. L'ensemble c'est des transformations durables et globales qu'il faut intégrer dans leur modèle économique, en restant bien sûr sur des modèles économiques rentables, ce qui ne va pas de soi. Et cette difficulté, finalement, entraîne une demande un peu atone en matière de formation continue, sachant que de l'autre côté, l'offre de formation, quant à elle, attend d'une certaine façon la demande pour évoluer en profondeur. Et donc, on va avoir globalement plutôt des actions de sensibilisation qui sont réalisées. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, l'importance d'une action volontariste au niveau des branches professionnelles ou des OPCO, qui vont être finalement des lieux dans lesquels la prise de hauteur sera potentiellement plus aisée, mais il faut clairement que ces réflexions et ces propositions restent en lien avec le concret du travail et de l'activité au sein des entreprises pour permettre leur appropriation. Merci beaucoup, Aline Valette-Wursten. Merci à vous. Voilà pour cette vision globale. Alors si on zoome cette fois sur le champ d'OPCO EP, Guillaume Laurent, vous êtes responsable du service observation et évaluation au sein de l'OPCO. Qu'est-ce que l'EDEC, signé sur la totalité du périmètre, les 54 branches, qu'est-ce que cet EDEC finalement a pu permettre de montrer, de mettre en évidence? Et peut-être tout d'abord, parce que ça a été souligné tout à l'heure par plusieurs interlocuteurs, c'est un champ très hétérogène, contrairement à d'autres. Quels sont les points communs entre les 54 branches du périmètre? Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, 54 branches, ça fait quand même beaucoup d'activités. Alors, les activités, elles peuvent paraître éloignées, mais en fait, elles sont assez proches. On peut comparer ça, on peut imaginer un jeu de cartes de 54 cartes. Et en fait, chaque carte est unique, mais en fait, elles ont un objectif commun qui est d'accompagner en fait, notre cadre de vie quotidien. Et en fait, derrière cet objectif commun, qui est l'accompagnement de notre cadre de vie quotidien, on peut mettre, par exemple, se nourrir avec l'alimentation de détail, se vêtir avec l'habillement, la chaussure qui a été évoquée, se loger avec l'immobilier, les gardiens concierges, les architectes, se soigner avec les cabinets médicaux, les pharmacies, les cabinets dentaires, se défendre, par exemple, avec les avocats ou les notaires, se déplacer avec les taxis, se détendre aussi, remontée mécanique, librairie, et puis s'occuper de soi et des autres avec la coiffure, l'esthétique, les entreprises de service à la personne. Et voilà, un petit échantillon, mais qui permet effectivement de voir que finalement, ce sont des entreprises de petite taille, mais qui nous accompagnent au quotidien, en fait, dans notre vie. Alors après, effectivement, c'est un poids très important au final, parce que c'est quand même plus de 10% des entreprises et des salariés en France, et à peu près 20% des alternants aussi en France. Il y a deux marqueurs très forts.
qui sont aussi finalement un levier pour l'accompagnement des transitions écologiques et énergétiques, que sont le fait que ce sont beaucoup d'entreprises et d'activités qui sont dans l'économie présentielle. Alors il y a quelques activités de production, mais qui finalement sont aussi avec une logique de proximité forte, mais on reste quand même principalement sur l'économie présentielle et un ancrage territorial fort. Et on l'a dit, le territoire est en fait un levier pour l'accompagnement de la transition écologique. Alors on entre dans les études. Quels types de travaux ont été menés et avec quelle approche ? Alors sur la transition écologique, c'est convaincu effectivement que les entreprises de proximité avaient leur rôle à jouer. Et effectivement, en réponse à la loi climat et résilience qui nous demandait d'accompagner en fait ces entreprises et leurs salariés, l'engagement, donc l'EDEC, a été mis en place avec l'État et avec un volet notamment autour de l'observation et de la prospective, avec 3 objectifs concrètement: observer, décrire. Le deuxième, c'est de se projeter et d'anticiper pour essayer de prédire un peu ce qui peut se passer avec les branches. Et puis aussi de valoriser toutes les actions dans une logique un peu de systémie et de recherche de synergie, donc de pousser à ça. Et en fait, la démarche s'est construite en 2 étapes. Alors c'est ce qu'a un peu dit Aline tout à l'heure, c'est-à-dire une première étape qui était en fait un premier niveau d'information apporté aux branches sur les effets. Alors avec une entrée un peu plus activité au départ pour essayer de bien comprendre quels sont les effets des activités, et en rebond ensuite sur les métiers et les compétences, avec 4 critères qui ont été retenus: le climat, l'énergie, la biodiversité, la pollution, circularité, déchets. Et puis le deuxième niveau, ça a été fait pour toutes les branches, le premier niveau, et le deuxième niveau était à la demande de chaque branche. Et donc un certain nombre de branches se sont engagées dans des travaux de diagnostic action approfondis, avec là un travail plutôt sur une durée d'1 année. Oui, on voit effectivement la liste sur l'écran des 9 diagnostics actions plus approfondis qui ont été menés. Quels premiers enseignements tirez-vous, même si certains travaux sont encore en cours, de ces démarches, de cette note d'analyse sur les impacts interbranches et branches? Est-ce que finalement, sur les enjeux de transition écologique et énergétique, il y a des constats communs qui émergent? Alors oui, on a dit que chaque branche était unique, effectivement, et avec un niveau d'exposition et de vulnérabilité qui est variable selon le champ d'activité qu'elle a, mais on sort quand même des communs, en tout cas des points de convergence entre ces branches. Alors j'en citerai 4. Sur l'énergie, c'est-à-dire l'éclairage, le chauffage, la climatisation, on a le fait de réduire les coûts par une recherche en fait d'efficacité énergétique. Donc en jouant sur des éco-gestes ou sur l'isolation ou sur un certain nombre de points de ce type-là. Notamment face au renchérissement des énergies fossiles, il y a une recherche aussi de recherche de réduction des coûts. Sur l'eau, il y a aussi le fait de rechercher à consommer moins d'eau. Alors on a cité la coiffure, effectivement, qui peut être concernée, mais d'autres aussi. Je citerai que celle-là. Notamment aussi, il y a des conflits d'usage sur l'eau qui peuvent apparaître. Par rapport à d'autres champs d'activité que ceux de l'OPCO. L'assainissement, par exemple, a une utilisation assez intense de l'eau, mais utile. Il y a aussi un troisième élément qui est sur la pollution. Donc là, le fait de réduire la pollution par une mobilité plus durable et plus écologique, avec le recours, et on l'a évoqué aussi, à des voitures électriques ou hybrides, ou à la réflexion aussi sur des itinéraires et des trajectoires par rapport à des courses, je pense à la répartition pharmaceutique. Et puis les déchets, avec le fait de réduire les coûts par une politique de réduction et de recyclage des déchets. Donc ça, ce sont des éléments qu'on retrouve dans toutes les branches et d'ailleurs dans d'autres secteurs également. Vous êtes livré à un exercice qui est d'essayer de catégoriser vos 54 branches, notamment selon leur niveau d'exposition aux impacts du réchauffement et de la transition. Alors ça donne quoi en termes de catégories? Pas simple, effectivement. On a réussi à les catégoriser en 3. Alors, il y a un premier lot de branches avec des enjeux et des risques très élevés et une capacité d'action finalement importante. Donc, je vais citer 2 branches, les remontées mécaniques et les combustibles, qui ont toutes les 2 un modèle économique directement impacté très fortement par la transition écologique. Et donc, à court, moyen terme, effectivement, il y a déjà des actions qui se mettent en place. Et à plus long terme, effectivement, un modèle économique qui peut être mis en cause. Le deuxième groupe, ça va être avec des enjeux qui sont élevés à modérer, une capacité d'action importante. Et là, on a des branches comme la promotion immobilière,
l'assainissement et la maintenance industrielle, les architectes, l'alimentation de détail et le mariage. Et puis un dernier groupe avec finalement des impacts plus modérés, voire faibles, mais qui ont une capacité d'action nécessaire. Je citerai là les activités libérales, chaussures, habillement et prestataires de services. Ludovic Bertrand, en complément de ces travaux qui sont menés, quelle est la production de données régionales possible par les Cariforef qui peuvent aider à outiller les branches ? Alors, il peut y avoir différents types de production. En tout cas, elles peuvent répondre à deux vocations particulières. Une première qui est la mise à disposition d'informations brutes. Et là, on va pouvoir s'appuyer sur des tableaux de bord qui vont être réalisés à partir de nomenclatures nationales qui sont notamment travaillées avec l'appui de la DGEFP, où on parlait beaucoup de la difficulté de suivre les formations en lien avec la transition écologique. Et il y a eu tout un travail qui a été porté avec la DGEFP et de nombreux acteurs pour identifier l'ensemble des domaines de formation qui avaient un lien avec la transition écologique et l'ensemble des certifications pour lesquelles il y avait dans le référentiel de formation un enjeu et une prise en compte de la transition écologique. Ce sont des travaux qui vont être actualisés tout au long de l'année 2025 et donc il peut y avoir ce type de tableau de bord qui soit utilisé derrière pour les travaux des branches et des OPCO. Et puis on peut aussi avoir des études à façon qui soient mises en place dans les territoires. Ça a été le cas notamment il y a maintenant 3 ans avec l'appui de la DGEFP et du Haut Commissariat aux compétences, où avaient été mises en place dans 3 territoires des expérimentations justement pour essayer de comprendre l'impact de la transition écologique sur les métiers, en partant de 2 postulats, qui étaient que la transition n'impactait pas toutes les régions de la même manière, ce qu'on a réussi à montrer, et de vérifier l'adéquation ou non de l'offre de formation. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait très souvent en fait des entreprises ou des acteurs territoriaux nous indiquant que oui, la transition arrivait et que rien n'était prêt. Et pour autant, quand on grattait un petit peu, on se rendait compte que la transition arrivait, mais de manière un peu différente en fonction des activités des parcs machines, des niches sur lesquelles étaient positionnées les entreprises, et surtout qu'on avait déjà pu identifier une énorme ingénierie d'adaptation pédagogique des organismes de formation ou des CFA, avec notamment la création de modules additionnels, la labellisation de formation, la coloration de certification, qui faisait qu'on commençait déjà à avoir des désajustements. Et tout ça, ce sont des choses en fait que les Cariforef peuvent mettre à disposition et qui peuvent être positionnés sur ce type de travaux à la demande de leur CREFOP ou des comités régionaux pour l'emploi. Oui, alors on le sait, les branches n'ont pas toujours de représentation en région, de représentation notamment politique ou paritaire en région. Il n'y a pas toujours dans les enquêtes, les études nationales, des déclinaisons régionales. Le réseau des Cariforef alimente, et tous les Cariforef, un entrepôt de données qui contient un certain nombre d'éléments qui peuvent être utiles. Alors, peut-être pour vulgariser, quel type de données peut-on trouver et comment, encore une fois, les acteurs professionnels peuvent-ils s'en servir ? Alors, cet entrepôt de données, on va rendre à César ce qui est à César, parce qu'en plus, il y a le Cariforef de Nouvelle-Aquitaine qui est présent. Il est né, en fait, en Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du pacte productif, où il est apparu la nécessité d'avoir un entrepôt qui permette d'accéder à l'intégralité de la donnée. Cet entrepôt, il est né en 2019, il a donné la naissance à l'outil Octopilote, qui aujourd'hui est présent sur l'ensemble du territoire. Et en tout cas, ça s'est traduit par la création d'un entrepôt de données qui agrège 2 types d'informations. D'une part, tous les communs numériques qui sont produits par les Cariforef. Il y en a 3. Vous avez déjà Kiform, qui est le référentiel des établissements de formation, qui permet de savoir et d'étudier les problématiques de zone blanche, la possibilité ou non de déployer une offre de formation sur un territoire avec des organismes habilités, Calliope ou non. Vous allez avoir Certifinfo, qui est une base des certifications, mais à l'échelle de l'option, du parcours, et qui va prendre en compte l'ensemble des adaptations, des colorations, des labellisations pour donner à voir le véritable lien emploi-formation sur les territoires. Et puis vous avez Offre Info, qui est le catalogue de l'offre de formation qu'on appelle aujourd'hui Offre Info augmentée, puisque je vous disais au démarrage que la mission des Cariforef, c'est la collecte de l'offre à destination des demandeurs d'emploi et de l'apprentissage, mais aujourd'hui est intégrée dans l'entrepôt aussi la formation initiale sous statut scolaire professionnel. Et puis on vient y ajouter tout un tas de données statistiques
complémentaires qui peuvent être utiles. Et ça, c'est une demande sur laquelle on travaille dans le cadre d'un accord cadre Région de France, Ministère du Travail et Réseau des Cariforef, et qui permet de retrouver de la donnée avec une entrée OPCO, une entrée branche, une entrée métier, une entrée filière sur les DSN, sur les dynamiques du marché du travail, sur les inscrits en formation initiale, sur les certifiés d'apprentissage, etc., etc. Petite illustration peut-être, quand on va sur Octopilote, c'est accessible à tous, hein. On a une roue d'indicateurs, notamment si on a une entrée par métier. Quel type d'indicateurs et de données peut-on trouver? En fait, la première porte d'entrée qui a été imaginée donc, par les collègues de Nouvelle-Aquitaine et de Bourgogne-Franche-Comté et qu'on a utilisée sur le déploiement d'Octopilote, c'est une approche systémique qui permet en un regard de repérer pour un métier sur un territoire s'il y a ou non des besoins de recrutement à court terme, s'il y a ou non des besoins de recrutement à long terme, s'il y a ou non des tensions, s'il y a des inscrits en formation, si la formation est attractive. Donc là, on va s'appuyer sur des données des ministères éducatifs ou de France Travail ou des Cariforef quand ils sont en charge du positionnement. On va avoir de l'information sur les mobilités professionnelles parce qu'on pourrait aussi avoir un métier sur lesquels il y a peu de perspectives de création d'emplois, mais sur lesquels on a énormément de turnover et donc il faut adapter la formation à ce niveau-là. Et puis, on va ensuite avoir de la donnée détaillée sur les demandeurs d'emploi et sur les offres d'emploi. Alors on va entrer dans le détail, Guillaume Laurent, des impacts sur l'activité, et dans le détail en prenant des exemples, exercices que vous êtes astreint à faire dans les 3 catégories. Et notamment, on va commencer par la catégorie la plus fortement impactée. On a dit tout à l'heure remontée mécanique et combustible, 2 branches fortement impactées. On commence par les remontées mécaniques. À quel type d'enjeu la branche fait-elle face, tout d'abord? Et quelle évaluation des impacts les études ont-elles permis de faire? Alors, sur les remontées mécaniques, c'est un travail qui est en cours de validation, mais très, très prochainement. On a identifié 3 enjeux et 3 risques avec les remontées mécaniques. Un enjeu qui est climatique, avec l'augmentation des températures, la baisse de la couverture neigeuse, et puis également la fonte des glaciers. Un enjeu qui est naturel, physique, avec des vents de plus en plus violents, donc qui vont finalement avoir un effet aussi sur les remontées, des avalanches, des crues, et puis un enjeu, un risque transitionnel, qui est en fait l'évolution réglementaire qui peut évoluer assez rapidement, l'augmentation des coûts d'entretien et d'investissement également, en lien avec les 2 autres enjeux et risques, et puis le risque assurantiel finalement de l'activité. Donc le modèle économique, en fait, aujourd'hui, il reste principalement orienté sur la période hivernale, puisque 90% du chiffre d'affaires d'une grande partie des stations interrogées est sur cette période-là. Pour autant, il y a pour plus de 85% une offre tournée vers l'été. Oui. Alors justement, quels sont les impacts attendus sur les emplois et les compétences, puisque l'étude, naturellement, renseigne ces critères-là? Alors déjà, dire qu'avant d'aller sur l'emploi et les compétences, il y a la stratégie effectivement économique en fait, des remontées mécaniques, des entreprises de remontées mécaniques. Elle va être variable et va surtout être plus ou moins rapide selon le fait qu'elle est touchée ou pas. Et donc il va y avoir 3 critères. L'altitude notamment qui va jouer, et donc le manteau neigeux, la taille, la capacité financière aussi de la station, et puis la proximité avec un bassin de vie, avec une activité diversifiée. Donc ceci étant dit, les prévisions effectivement en termes d'emploi et de compétences qu'on a pu dégager par rapport aux entreprises interrogées, c'est que les effectifs aujourd'hui sont plutôt globaux, sont plutôt stables ou en légère hausse. Alors si je prends métier par type de métier, on a les métiers du transport, du câble qui eux sont à peu près stables, voire augmentent. Alors dedans on va avoir le conducteur de remontée mécanique ou celui qui va faire aussi la maintenance. On va avoir les métiers de la neige, là, qui vont être plutôt en augmentation, avec les conducteurs d'engins de damage ou les mécaniciens d'engins de damage, et également les niveauculteurs, donc ceux qui s'occupent de la production en fait, de neige artificielle. Et puis les fonctions de support avec les responsables RSE, l'encadrement et la communication. Quel plan d'action possible l'étude a-t-elle permis de dégager et plan d'action qui a été discuté bien sûr par les partenaires sociaux de la branche? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les actions, mais je vais vous donner 3 grands axes qui se sont dégagés. Il y a le fait de sensibiliser déjà les entreprises et les salariés, alors qui sont déjà fortement sensibilisés, mais de continuer finalement à être proactifs et de préparer demain,
parce que finalement, voilà, il y a quand même une réalité palpable au niveau physique. Il y a le fait d'adapter aussi de manière plus approfondie le contenu des formations, de descendre de manière un peu plus profonde, notamment sur des métiers émergents, voire des compétences nouvelles qui apparaissent avec ces changements. Et puis, on a aussi la problématique du recrutement. Sur des profils plus polyvalents, capables d'être sur les 2 saisons. Et également, en parallèle, le fait aussi de sécuriser l'embauche sur des périodes parfois qui peuvent être plus courtes. Et puis également, le fait d'attirer des profils dans des stations qui ont beaucoup de mal à recruter et qui sont les plus exposés. Ludovic Bertrand, pour bâtir les plans d'action, ils sont très souvent en relation avec l'offre de formation et comment la faire évoluer. Comment les branches peuvent-elles se servir, par exemple, d'un outil comme Octopilote ? Alors, ils peuvent, à partir d'Octopilote, en choisissant un métier. Alors, il faut faire attention sur le fait que, malgré tout, nous, nos entrées sont des entrées métiers, donc vues au sens transverse. C'est toutes branches confondues. On va vraiment prendre cette entrée-là. Mais on peut imaginer qu'une branche identifie un besoin d'installer une formation spécifique sur un territoire. Elle va pouvoir, avec Octopilote, identifier s'il y a ou non, aujourd'hui, des organismes de formation en capacité de déployer cette formation, s'ils sont habilités ou non, ou si on est sur une problématique de zone blanche. On va être en mesure, avec les outils mis à disposition, d'identifier aussi si aujourd'hui on a réellement une problématique d'offre de formation ou on est plus sur une problématique d'attractivité à la formation ou de déperdition à la fin de la formation. On va aussi avoir la possibilité de repérer, et ça peut être très important, notamment dans les logiques de refonte de certification, si une certification est déjà labellisée, colorée, avec un module additionnel sur l'ensemble des territoires. Et donc elle est déjà volontairement transformée par les acheteurs publics pour répondre à un besoin qui serait identifié sur l'ensemble du territoire. Et puis enfin, ça va permettre aussi d'identifier, et ça fait partie des points qui sont importants et sur lesquels nous, on a mené un certain nombre d'analyses pour mettre à disposition les bons tableaux de bord, de suivre les financements publics des formations sur certains métiers et sur certaines dynamiques, notamment pour mettre en évidence la manière dont les acheteurs publics, que sont les régions, que sont France Travail, que sont l'État, l'Europe, etc., la manière dont on vient être capable de soutenir certaines filières de formation et on vient adapter, transformer le tissu des organismes et de la certification. Merci pour ces précisions. Alors, on poursuit le détail des impacts. On a vu une branche fortement impacter les remontées mécaniques. Vous auriez aussi pu prendre un deuxième exemple, les combustibles. Dans la catégorie intermédiaire, on trouve notamment la promotion immobilière. Elle présente des enjeux modérés à élevés. Alors, les représentants paritaires de cette branche ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, mais ils ont répondu à nos questions la semaine dernière. Je vous propose d'écouter en vidéo leurs témoignages. On va faire un focus sur la branche de la promotion immobilière avec Emmanuelle Ray, représentante pour le collège employeur. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Et Emmanuel Brie, représentant pour le collège salarié. Bonjour. Bonjour. Une étude approfondie a été publiée en septembre 2024 pour mesurer les effets, les impacts de la transition écologique sur l'activité des sociétés de promotion immobilière. Quels sont les facteurs de transition écologique? Quels sont les impacts, Emmanuel Ray? Alors, les travaux, en fait, nous ont permis d'avoir une vision synthétique et claire du corpus réglementaire extrêmement foisonnant en la matière, extrêmement exigeant, donc en matière de performance énergétique et environnementale du bâtiment, de stratégie nationale bas carbone ou encore de l'objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050. Et au-delà de cette vision claire, de mieux comprendre en fait les enjeux induits et leurs impacts en termes de nouvelles compétences à développer. L'usage de nouveaux matériaux biosourcés comme le bois dans la construction neuve, de nouvelles méthodes constructives, la préservation de la biodiversité ou encore le développement du réemploi de matériaux de construction, la revalorisation des déchets de chantier ou encore le développement d'opérations de rénovation et de réhabilitation lourde de bâtiments existants. Emmanuel Brie, quels sont les apports de ces travaux? Quels sont pour vous les enjeux clés? En se réunissant autour de la table entre pairs de la profession, on s'est aperçu que la promotion immobilière souffrait d'une image
ce qui n'était pas forcément vrai, mais souffrait d'une image du promoteur qui coupait les forêts et qui bétonisait. Donc cette opportunité, cette transition écologique, ça sera pour nous un changement de paradigme où on va aller construire plutôt sur des friches, plutôt faire de la réhabilitation, plutôt utiliser des matériaux moins énergivores, et ce qui nous permettra certainement de vendre plus d'appartements dans ce sens-là. Voilà. Comment l'étude, Emmanuel Ray, comment cette étude a permis d'éclairer quel était le positionnement aujourd'hui des entreprises en matière de transition écologique et énergétique? L'étude, en fait, elle a permis de recueillir énormément de verbatim par le biais d'entretiens qualitatifs avec des opérationnels et des dirigeants sur les compétences requises en lien avec la transition écologique et d'identifier les stratégies des différentes entreprises en la matière. Et il est notable que la mobilisation des dirigeants sur le sujet de la transition écologique est véritablement fondamentale dans la démarche. Et l'intérêt, c'est que l'étude, en fait, elle a véritablement analysé de façon détaillée l'impact de cette transition sur chaque étape d'une opération de promotion immobilière, de la recherche du foncier jusqu'à la livraison aux clients, en passant bien évidemment par la conception et le montage de l'opération de promotion elle-même. Et vous avez pu, Emmanuel Brie, partager les résultats de cette étude et entendre des témoignages très opérationnels d'entreprises au cours d'un webinaire dédié à la promotion immobilière organisé par l'OPCO EP en février 2025. Oui, en effet, on s'était réunis avec plusieurs entreprises du secteur de la promotion et j'avoue avoir été surpris alors moi je suis salarié d'une grande entreprise, donc la transition écologique en effet dans les grands groupes elle est mise en avant, mais des toutes petites entreprises, voire des moyennes entreprises qui avaient déjà cette fibre et qui étaient parfois mieux formées que certaines personnes dans les grandes entreprises. Donc oui, la transition écologique, elle est possible même dans les petites entreprises. L'étude approfondie fait le point sur l'offre de formation existante pour répondre aux besoins et elle met en évidence, Emmanuel Ray, un plan d'action en 3 axes que vous avez d'ailleurs discuté entre vous, partenaires sociaux. Effectivement. Et ces 3 axes d'action qui ont été identifiés, c'est d'abord, et vous l'avez évoqué, de renforcer les compétences en matière de transition écologique au sein des entreprises, sur la base du premier référentiel qui a été fourni lors de l'étude, mais d'aller plus loin pour concevoir et développer de nouveaux modules de formation. Deuxième axe, c'est intégrer la transition écologique et environnementale dès la phase de conception d'un programme. Et pour cela, l'offre de diagnostic et les possibilités d'accompagnement de l'OPCO EP peuvent être utiles, mais aussi, troisième axe, de développer des collaborations avec d'autres secteurs de l'écosystème de l'immobilier et de la construction et développer l'innovation. Et à ce stade-là, la Fédération des promoteurs immobiliers organise des ateliers des solutions qui réunissent des experts d'un sujet et des professionnels de tout l'écosystème immobilier sur un thème lié à la transition écologique et environnementale. Merci beaucoup. Dernière question, Emmanuel Brie. Quelles sont les suites pour les salariés de la branche après la réalisation de ces travaux? Alors, en tant que représentant des salariés de la branche, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ces travaux soient rucelés et que tous les salariés aient accès à ces nouvelles formations mises en place par l'OPCO et qu'ils soient le plus informés possible. En ce moment, on peut le comprendre, l'urgence des entreprises, vu la crise dans laquelle on est, complexifie un petit peu la prise en compte de la transition écologique. Mais il faut voir cette opportunité comme peut-être un boost économique, un nouveau moyen de relancer nos ventes auprès du grand public. Merci beaucoup à tous les deux pour vos 2 éclairages. Merci. Merci à vous.
Voilà, exemple de catégorie intermédiaire. Et alors, si on aborde la troisième catégorie, les branches qui sont finalement faiblement à modérément impactées, on trouve beaucoup de professions libérales. Il y a aussi la branche des prestataires de services. Guillaume, alors même question que précédemment. Quels enjeux pour cette branche? Quelle stratégie actuellement? Peut-être dire effectivement prestataire de services derrière. Il y a des centres d'appel, l'organisation de salons, etc. C'est une branche assez composite avec pas mal de activités derrière. Ce qui est ressorti effectivement, ce n'est pas une branche auquel on pense tout de suite quand on parle de transition écologique. Il y a 5 facteurs d'évolution qui ont été identifiés pour cette branche et ces entreprises. La recherche d'efficacité énergétique, donc on l'avait évoqué comme un point commun, le transport durable notamment, le coût de l'énergie, la réhabilitation et l'isolation des locaux, le développement circulaire, donc un deuxième élément, avec la gestion de déchets, le numérique responsable, qui est très présent dans ces activités, l'évolution de l'attente de la clientèle, notamment, qui va bouger éventuellement la politique des achats, qui va amener à des labellisations ou à des certifications associées. L'évolution climatique avec l'évolution des infrastructures et l'organisation des moyens humains. Et puis une dernière évolution, c'est l'attente des salariés aussi, l'engagement sur la TE et la QVT par rapport à ça. Il en ressort 3 scénarios à peu près autour de ces entreprises. Une résistance au changement, la transition progressive et soutenable, et puis le fait d'avoir une crise et des changements drastiques. Dans l'action, en fait, il y a 3 actions qui reviennent finalement par les entreprises quand on les a interrogées. C'est les éco-gestes responsables, le numérique, les pratiques numériques responsables, et puis le fait d'avoir une gestion plus durable des sites et des locaux. Avec finalement des impacts attendus, on l'imagine, sur l'emploi, sur les compétences qui sont plutôt faibles. Plus faibles, effectivement. C'est-à-dire que, alors déjà, il y a une stabilité de l'emploi et des impacts effectivement qui sont faibles, modérés. En gros, il y a une forte difficulté, en fait des entreprises à identifier les impacts déjà d'emblée. Et en fait, les effets en plus sont moins sur le cœur de métier que sur les métiers transversaux et fonctions support. Donc voilà ce qu'on peut dégager. Alors, vu qu'il y a un nombre d'activités importantes, je ne vais pas vous faire la liste. Et ensuite, en fait, en termes d'action, de plan d'action, ce qui ressort, c'est le fait de renforcer la connaissance des entreprises et des salariés qui a été évoqué notamment dans la vidéo précédente. Là, on est un peu sur le même type d'outillage. Le fait d'appuyer les entreprises aussi dans la mise en œuvre de cet accompagnement autour de la transition écologique, avec notamment, on l'a évoqué aussi plus en amont, l'accompagnement via une PCRH qui peut avoir une coloration sur la transition écologique et énergétique, et puis le fait de développer aussi les compétences des entreprises et des salariés, et notamment en rendant l'offre de formation plus visible et les financements aussi plus visibles. En tout cas, rendre ça plus visible auprès des entreprises et des salariés. Et finalement, ce sont des constats qu'on retrouve également, qu'on peut retrouver dans d'autres branches qui sont faiblement impactées. Il y a quand même un certain nombre de pistes d'action qui peuvent faire avancer la branche sur ces enjeux-là, même si peut-être c'est sur moins de dimensions que sur d'autres branches. En fonction effectivement du niveau d'exposition, on va avoir une profondeur en termes d'action et puis une conscience déjà en amont qui va être plus forte. Actuellement, on est en train de finaliser avec l'assainissement et la maintenance industrielle. Effectivement, ils ont déjà une présence de ce sujet-là qui est très très forte par rapport à la gestion de leurs équipements, notamment les camions. Alors, on n'est pas sur les gros camions, mais les petits camions qui peuvent être effectivement sur de l'hydrogène. Et puis l'assainissement avec la problématique aussi de la récupération des eaux usées sur lesquelles ils n'ont pas le droit de toucher aujourd'hui pour assainir en fait une situation diverse. Merci beaucoup à tous les deux pour tous ces éclairages à la fois sur les outils et les situations. Merci.